Cher professeur, je suis un survivant de camp de concentration. Mes yeux ont vu ce qu'aucun homme ne devait voir. Des chambres à gaz construites par des ingénieurs instruits. Des enfants empoisonnés par des praticiens éduqués. Des nourrissons tués par des infirmières entraînées. Des femmes et des bébés exécutés et brûlés par des diplômés de collège et d'université. Je me méfie donc de l'éducation. Ma requête est la suivante. Aidez vos élèves à devenir des êtres humains. Vos efforts ne doivent jamais produire des monstres éduqués, des psychopathes qualifiés, des Eichmann instruits. La lecture, l'écriture, l'arithmétique ne sont importantes que si elles servent à rendre nos enfants plus humains. C'est un texte anonyme d'un proviseur américain qui est cité par Martine Lacour dans Penser et apprendre à politiser sa révolte, les actes de lecture. Rien ne pouvait mieux introduire ce que j'ai envie de partager avec vous que ces textes et aussi que la voix des violoncelles et guitares. Oui, parler de l'éducation, c'est parler de la chose centrale pour toutes les nations, toutes les collectivités. Et je vous propose de réfléchir ensemble à ce que ça représente, cette fameuse éducation, educere en latin, conduire hors de soi, prendre un enfant par la main et le mener hors de lui-même pour qu'il soit capable de dire « je » en parlant de lui comme s'il parlait d'un autre. Et ça, c'est véritablement la spécificité des êtres humains. En effet, le point de départ de toutes les réflexions, c'est de préciser cette spécificité. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? La réponse de la science, vous la connaissez, mais on ne va pas assez jusqu'au bout. La réponse de la science, depuis, par exemple, l'invention ou la découverte du rôle de la molécule ADN, a complètement transformé notre regard sur un concept important, le concept de vie. Mais la vie, ça fait partie de ces mots qu'on utilise sans y réfléchir, et on s'aperçoit, quand on veut bien regarder, que c'est beaucoup plus problématique que ça ne semblait. En effet, je prends le mot vie, je regarde dans un dictionnaire, le plus gros possible, et je vois que la vie est définie comme ce qu'il y a chez les êtres qui sont nés et qui ne sont pas morts. Que le dictionnaire se permette de définir la vie comme étant le contraire de la mort, évidemment, c'est pas faux, mais à quoi ça nous sert de dire cela ? En vérité, la vie, on ne sait pas la définir. Et je vais commencer en étant tout à fait au ras des pâquerettes, en disant, pour définir la vie, je vais jouer au petit savant illustré. Qu'est-ce que la science nous dit sur les êtres vivants ? Eh bien, depuis 1953, c'est précis, c'est même au mois d'avril 1953, les scientifiques ont complètement changé le concept de vie. En effet, ils ont découvert le fonctionnement d'une molécule dont tout le monde a entendu parler, la molécule ADN. Cette molécule, qu'on découvre dans les restes des premières périodes de la Terre depuis 2 ou 3 milliards d'années, cette molécule, elle a un pouvoir étrange, mais pas miraculeux, qui consiste à se reproduire, à se dédoubler. En effet, la molécule d'ADN, vous la connaissez, c'est un ensemble de 2 rubans, et les 2 rubans se font face avec 2 répulsions ou associations chimiques, et de temps en temps, les 2 rubans se séparent, chacun, sans aucun mystère, reconstitue le ruban d'en face, et on obtient à nouveau un double ruban. Il y avait un double ruban, il y en a 2, il y en a 4, c'est ce qu'on appelle la reproduction. Ça s'est produit sur la Terre il y a très probablement 3,5 milliards d'années. Et du coup, il faut aller jusqu'au bout. Cela signifie que l'émerveillement que l'on avait devant des êtres vivants se résume au fait que ces êtres-là ont en eux la molécule d'ADN. Et la molécule d'ADN n'est pas mystérieuse.
c'est pas plus mystérieux ce que fait un ADN que ce que fait l'acide sulfurique. C'est au fond des phénomènes chimiques que l'on connaît maintenant très bien et qui expliquent pourquoi, là où il y avait un ADN, il y en aura 2, il y en aura 4. Et par conséquent, celui qui possédait cet ADN, eh bien, il va pouvoir lutter contre le temps grâce à la reproduction. Si bien qu'au début de la Terre, grâce à la présence de l'eau liquide, etc., toutes sortes d'événements chimiques se sont produits, et entre autres, il y a 3,5 milliards d'années, la molécule d'ADN. Mais à ce moment-là, je me dis qu'il n'y a plus aucun mystère de la vie, il n'y a même plus aucune, résonance en profondeur du concept de vie. C'est vivant, ça veut dire qu'il y a dedans de l'ADN. Et l'ADN fait son travail de molécule chimique. Autrement dit, j'ai complètement enlevé son caractère mystérieux au concept de vie. Et c'est très gênant, car moi, j'étais tout fier d'être vivant. Je ne suis pas n'importe quel objet. Bien sûr, je suis fait avec des atomes, des molécules, tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas que ça, je suis un vivant. Et maintenant, les chimistes me disent, mais être vivant, ça ne veut rien dire. Tu es un objet. Et le point de départ peut sembler très déplaisant. Je suis en train de dire que les êtres humains n'auront pas à s'enorgueillir plus que les autres, car finalement, la propriété de vivre, il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Autrement dit, on retrouve une intuition qu'a eu un des plus grands poètes de toujours, François d'Assise. François d'Assise qui s'émerveillait d'être le frère des oiseaux, d'être le frère du loup et d'être le frère de la petite goutte d'eau. La petite goutte d'eau, ma sœur. Eh bien, j'étais choqué en lisant ça. Comment est-ce que François d'Assise peut dire que je ne suis qu'un objet? Eh bien oui, vu par le chimiste, vu par le physicien, je ne suis qu'un objet. Donc ça commence plutôt mal. Je ne vois pas en quoi je peux m'enorgueillir. Or, j'ai besoin de m'enorgueillir. J'ai besoin d'être lucide sur moi et de comprendre ce que j'ai d'extraordinaire, qui n'est pas commun. Et pour le comprendre, le mieux, c'est de rappeler très rapidement la généalogie des êtres humains. Les êtres humains sont des primates qui ont divergé. Et les primates étaient des mammifères, etc. Et puis on peut remonter comme ça au début de la Terre, et puis on peut continuer jusqu'au Big Bang. Et la vision actuelle de la science, c'est de nous montrer une histoire qui a duré 15 milliards d'années et qui a mené de l'état vraiment sans intérêt du cosmos juste après le Big Bang et qui peu à peu s'est transformé. Mais c'est là qu'il faut commencer à mieux comprendre ce qui s'est passé. D'abord, en parlant de ce fameux Big Bang, il faut lever une ambiguïté. Cet Big Bang n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, un événement. Un événement est toujours un avant et un après. Nous sommes actuellement en train de créer un événement, notre rencontre. Mais il y a eu un avant cet événement, quand nous n'étions pas encore rassemblés, et il y aura, quand nous nous disperserons, un après. Donc tout événement a un avant et un après. Sauf deux. Un, celui qu'on appelle le Big Bang. Ce n'est pas vraiment un événement, puisque un événement a un avant. Et comment voulez-vous que le Big Bang ait un avant, puisqu'il est par définition le premier des instants? Quand on parle du premier des instants, on exclut qu'il y en a eu avant. Par conséquent, le Big Bang est une espèce d'événement étrange qui n'avait pas d'avant et par conséquent qui ne peut pas être assimilé à une création. Et voilà une réaction très étonnante d'un astrophysicien qui s'appelle Stephen Hawking, qu'on voit de temps en temps à la télé. Stephen Hawking disant « Mais le Big Bang ne doit pas être vu comme un événement ou comme une création, car il n'y a pas d'avant. Avant le Big Bang, il n'y avait pas d'avant. C'est absurde, mais on ne peut pas faire mieux. » Alors nous dit Stephen Hawking, ça prouve que le Big Bang n'est pas une création. Et s'il n'y a pas eu de création, pourquoi introduire le concept de créateur? Et ce qui me plaît bien dans cette vision-là, c'est que justement, il ose aller jusqu'au bout. N'ayons pas peur des mots, des idées. Oui, le Big Bang n'est pas une création. Et le concept de créateur est peut-être inutile. Je vais voir des théologiens qui sont des gens passionnants en leur disant, vous savez, créateur, on peut s'en passer.
Et certains théologiens sont tout contents. Eux, ils ont réfléchi beaucoup au concept de Dieu, au concept de sacré, etc. Et ils étaient un peu gênés de transformer ce personnage fabuleux qu'on appelle Dieu, de le transformer en une espèce de petit bricoleur qui lance dans l'espace, parce qu'il s'ennuie, il lance des quarks, des protons, des neutrons, puis il regarde ce que ça donne. C'est pas digne de Dieu, des choses pareilles. Il vaut mieux que ça. Par conséquent, il vaut mieux se dire, il n'y a pas eu de création, c'est pas nécessaire. Être créateur, quand on est Dieu, il n'y a pas de quoi se glorifier. Donc, oui, Dieu est, disent les théologiens, c'est pas pour autant qu'il existe, ça n'a aucune importance, on peut tout de même être en pleine réflexion devant ce cheminement de la pensée humaine. Toujours est-il que les astronomes en particulier nous expliquent que finalement notre univers n'a pas eu de début. De même, il y a un deuxième événement qui n'est pas comme tout le monde, mais un événement que chacun d'entre nous aura à vivre, c'est la fin. Car après ma disparition, que restera-t-il de moi? Même pas le souvenir. Par conséquent, il y a deux événements étranges, le Big Bang collectif pour tout le cosmos et la fin pour chacun d'entre nous. Mais ce qui compte dans cette affaire, c'est ce qui se passe entre les deux. Et entre les deux, c'est là qu'on va pouvoir définir ce qu'est notre espèce. En effet, on remonte jusqu'au Big Bang, et vous savez qu'on a pu photographier, c'est fabuleux, on a photographié l'état de l'univers quelques 300 000 années après le Big Bang. Alors, on ne peut pas aller jusqu'au Big Bang, c'est inaccessible, mais on peut tout au moins faire la photo avec les satellites comme le Kobe, on va faire la photo de l'état de l'univers. Et c'était très décevant, cet univers était, pour reprendre les mots de Hubert Reeves, de la purée sans grumeaux. Et ce qui est intéressant dans la purée, c'est les grumeaux. Ben, il n'y avait pratiquement pas de grumeaux. Mais peu à peu, il y a eu des grumeaux qui sont apparus. Alors voilà la description de notre univers. Arrive, après le Big Bang, toute une masse de purée, de bouillie, et peu à peu, des grumeaux apparaissent. Et ces grumeaux, on peut les caractériser par le fait qu'ils ont plus ou moins de complexité, ils sont plus ou moins riches. Et quand ils sont faits de beaucoup d'éléments, alors ils ont des performances nouvelles. C'est l'événement central. Et ça va vous rappeler quelque chose des leçons de chimie. Regardez encore maintenant, ce qui s'est passé depuis le Big Bang se produit encore dans les étoiles. Et Hubert Reeves m'a fait remarquer que dans les étoiles actuellement en train de disparaître, qui sont dans la dernière phase de leur existence, dans ces étoiles, il y a beaucoup d'hélium. Et l'hélium, c'est un gaz fait, dont chaque grain est fait par un proton et un neutron. Mais l'hélium n'a aucune spécificité intéressante. Un hélium rencontre un autre hélium, il ne se passe rien. Mais de temps en temps, 3 héliums se percutent par hasard, en naviguant au hasard, et du coup, comme il fait très chaud, ils restent accrochés les uns aux autres, et ça donne 6 protons et 6 neutrons, c'est-à-dire un atome de carbone. Et un atome de carbone est à la tête d'une chimie très riche. Et voilà l'événement permanent qui va se produire dans notre univers. Nous sommes dans un univers qui s'enrichit par hasard chaque fois que des événements apparaissent. Et par exemple, on passe d'un ensemble où il y a de l'hélium et il ne se passe rien, à un ensemble où il y a du carbone, et le carbone permet des performances inouïes. Voilà un retournement très profond dont on ne parle pas assez aux élèves, c'est qu'on leur a parlé d'un univers qui est plat, d'un univers qui s'abîme, qui est de plus en plus anthropique, etc. Et en fait, ce que nous dit la science d'aujourd'hui, c'est que les grumeaux dans notre univers sont de plus en plus riches et que par conséquent, ça a de plus en plus de performances. Et on va pouvoir raconter l'histoire du cosmos depuis le début, en disant, ou presque le début, depuis l'après-début, je dirais. Et on va le raconter sous la forme d'une présentation de plus en plus complexe du contenu des grumeaux. Et les grumeaux sont devenus tellement complexes qu'ils ont des performances inouïes. C'est un retournement complet de la vision biblique, qui était une vision d'un univers stable, qui ne bougeait plus. Souvenez-vous de la Genèse, dans la Bible. Dieu, pendant 6 jours, fait toutes sortes de choses.
Le soir, quand il veut se reposer, il regarde ce qu'il a fait dans la journée et il est content. Il a fait ça très très bien et il est content. Donc, il ne va plus jamais le bouger. L'univers est définitif. Au XIXe siècle, on nous a appris quelque chose de pire, c'est la thermodynamique qui nous montre qu'avec le gain de l'entropie, peu à peu, tout s'abîme. Et on a une vision de l'univers qui est une vision catastrophique où tout s'abîme. Il y a des structures, mais elles disparaissent. Aujourd'hui, ce que nous disent des Stephen Hawking ou des Hubert Reeves, c'est qu'au contraire, nous sommes dans un cosmos qui s'auto-enrichit, qui s'auto-crée, et nous y participons. C'est autrement plus enthousiasmant, surtout à dire à des enfants. Ils n'auront pas bien le sentiment de ce que représente mon discours, mais ils pourront sentir qu'il faut leur faire sentir qu'ils sont dans un univers qui n'est pas en train de s'abîmer, qui est en train de s'enrichir, et en particulier du point de vue local. Là où nous sommes, là où je suis, il se passe des choses et ça peut aller dans le sens d'un enrichissement. Ça ne dépend que de nous. Alors voilà une vision très rapide. Nous sommes dans un univers qui, peu à peu, fait apparaître des choses nouvelles. Il y avait de l'hélium, il y aura du carbone. Avec du carbone, on fait autre chose, etc. Donc c'est une vision progressive de notre univers. Naturellement, on ne connaît guère que notre petit coin d'univers, la Terre, qui, elle, est à sa place depuis 4,5 milliards d'années. Et puis, il se trouve que par des chances inouïes, il y a beaucoup d'eau, il y a de l'eau liquide, alors que partout ailleurs, l'eau est soit gazeuse, soit en glace. Et chez nous, elle est liquide. Ça a permis à toutes sortes d'événements de se produire, comme l'arrivée d'ADN. Et puis les ADN se sont dédoublés, ont lutté contre le temps, et peu à peu, les ADN ont été capables de performances, comme de fabriquer des protéines, etc. Et on a une vision de l'histoire de la Terre, où l'essentiel de l'événement, c'est la reproduction. Il y a une bactérie, elle a été faite à partir d'ADN, cet ADN se dédouble, ça dédouble la bactérie, il y en a de plus en plus. Mais, heureusement, les événements ne sont pas arrêtés là. Ça a duré à peu près 2 milliards et demi d'années, où on s'est contenté, nos ancêtres se sont contentés de se couper en deux, de faire du nombre, mais pas du neuf. Donc on s'ennuyait de plus en plus sur la surface de la Terre. Jusqu'au jour où un événement s'est produit, dont vraiment c'est extraordinaire. Aucun ministre depuis toujours, en tout cas dans mon pays, n'a eu l'idée d'en parler, de mettre ça dans les programmes. Cet événement inouï, qui est bien localisé relativement dans le temps, c'est il y a 900 millions d'années, ça a été le remplacement de la reproduction par la procréation. La reproduction, on fait du même. Alors il y a un Albert Jacquard, il y en a 2, il y en a 4, on s'ennuie de plus en plus. Tandis qu'il se trouve que des ancêtres à moi, il y a presque 1 milliard d'années, ont eu l'idée complètement farfelue de s'y mettre à 2 pour en faire un 3e. Et quand on pose le problème, on se dit mais c'est pas possible, comment est-ce qu'ils ont fait? Et les gens intelligents qui étaient par exemple les philosophes grecs se sont tout de suite aperçus qu'il ne pouvait y avoir qu'une erreur dans cette affaire-là. Nous autres philosophes, ont-ils dit, nous ne nous contentons pas des apparences. Oui, en apparence, dans notre espèce et dans pas mal d'autres, il faut s'y mettre à 2 pour faire un enfant. Mais les apparences, on va au-delà de nous. Comment voulez-vous que cet enfant, qui est un individu, donc un être indivisible, puisse avoir 2 sources? En bonne logique, tout être indivisible ne peut avoir qu'une source. Alors c'est le père ou c'est la mère? Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour dire, bon, ben, c'est le père, n'en parlons plus. Et ça a duré quand même 2000 ans, et ça a eu les conséquences que vous connaissez sur la disposition des hommes et des femmes pour notre espèce à nous. Mais toujours est-il que voilà un événement formidable, s'y mettre à 2 pour en faire un 3e. Et je vous assure que je me fais écouter, même par des gamins je sais pas moi, de 10 ans, quand je leur dis, vos parents vous ont trompé, ils vous ont dit qu'ils s'y sont mis à 2 pour vous faire. Menteurs. Ils étaient à 5. Tout le monde écoute. Alors il y avait papa, il y avait maman, oui, qui étaient là. D'ailleurs, n'en parlons pas trop de ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Ils ne s'occupaient pas du tout de l'intérêt de la chose. Et puis, il y a eu un spermatozoïde et un ovule. Et puis, il y a eu surtout le maître de tout ça, qui était le hasard. Celui qui a fait qu'on a pu faire
n'importe quoi. Car en fait, toi, qui es devant moi, tu es n'importe quoi, en effet, pour te faire. Qu'est-ce qu'elle a fait, ta maman? Elle est allée chercher tous les gènes, comme on dit maintenant, toutes les recettes de fabrication qu'elle avait reçues de ses parents. Et elle en a piqué la moitié. Et puis ton papa, il est allé rechercher toutes les informations reçues de ses parents, et il en a piqué une autre moitié. Puis on a mis ces deux moitiés ensemble, mais ce qui était important, c'est comment on a fait pour en tirer la moitié. Et il se trouve que pour tirer cette moitié, on a tiré au sort. On a joué avec le hasard. Si bien que pour te faire, ton père s'est dit, je l'envoie A ou je l'envoie B à ce futur enfant. Allez, le A pour celui-ci, le B pour celui-là, et puis, etc. Ta mère en dit autant, et le nombre de cas possibles est tellement grand que celui qui est tiré au sort, il est pratiquement, comment dire, il ne pouvait pas être prévisible, prévu. Il est donc tout à fait le produit du hasard. Faire un enfant, c'est essentiellement faire n'importe quoi. Je saurais tout de toi, je ne saurais pas grand-chose de ton enfant. Par conséquent, ce qui s'est produit ce jour-là, il y a 1,9 milliard d'années, c'est l'invention de la fabrication d'un être à partir de deux, et de telle façon que, d'une génération à l'autre, c'est le hasard qui décide. C'est comme ça que peu à peu, on va pouvoir faire des êtres nouveaux. Là où avec la reproduction, on faisait du nombre, et pratiquement jamais du neuf, il fallait attendre des mutations. Maintenant, avec la procréation, on fait du neuf à tous les coups. Il fallait inventer ça. Et je vous assure que ça vaut la peine pour faire des modèles, même avec des élèves de médecine. Je m'amusais à ça quand j'étais prof en première année de médecine. Je vous nomme Dieu le Père, en tout cas, je vous délègue le rôle de fabricant d'une nouvelle méthode. Comment vous vous y mettez pour faire des petits qui soient pas la reproduction des deux d'avant? Comment faites-vous? Alors on invente des quantités de trucs, ça peut aboutir à des romans érotiques, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ça met en évidence que c'est très compliqué à comprendre. Au fond, c'est tellement compliqué la procréation que pendant longtemps, les scientifiques n'ont pas osé dire la moindre chose à ce sujet-là. Songez que dans l'encyclopédie de Condorcet, au XVIIIe siècle, Condorcet écrit « La procréation est un phénomène tellement mystérieux que probablement jamais la science ne pourra l'expliquer. » Là maintenant c'est fait, on peut l'expliquer. Mais depuis quand? Depuis qu'un moine, qui pensait à toute autre chose, qui se passionnait non pas pour les hommes et les femmes, mais pour les petits pois, a découvert le fin fond de l'affaire. Il avait des petits pois jaunes et des petits pois verts, il leur faisait faire des petits, mélangeant tout ça, et il s'est aperçu que dans certains cas, des pois jaunes pouvaient avoir des enfants, si je puis dire, qui étaient verts. Où était donc le vert dans ce qu'ils ont reçu? Bien oui, cela prouve que chacun d'entre nous est en état de duplicité. Tout caractère, ou à peu près tous, toutes les caractéristiques que j'ai, eh bien, elles sont gouvernées non pas par un gène, mais par deux gènes. Je suis double en permanence. Et c'est cette duplicité qui me permet de ne tirer que la moitié de moi pour reconstituer un suivant. Mais vous voyez que cette mécanique-là, faisant du neuf à tous les coups, a provoqué, tout naturellement, une évolution des êtres vivants. En tout cas, des êtres vivants sexués. À partir du moment où ils ont inventé d'être à deux pour faire le troisième, à partir de ce moment-là, chaque fois qu'ils ont fait un petit, ils ont fait quelqu'un qui n'existait pas avant. Pour le comprendre, il suffit de se dire que quand je fais un spermatozoïde, je me dis, tiens, celui-là, j'envoie A ou j'envoie B. Et celui d'à côté, rhésus plus ou rhésus moins. Rhésus plus, rhésus moins, A, B, etc. Ça fait déjà 4 catégories. Et puis, au total, je multiplie par 2, 1000 fois. Si on admet que j'ai 1000 caractéristiques qui sont à l'état hétérozygote, le nombre de spermatozoïdes, tous différents que je peux faire, c'est 2 à la puissance 1000. 2 à la puissance 1000, c'est 10 à la puissance 300. 10 à la puissance 300, c'est beaucoup. En effet, je proposais à mes élèves en première année de médecine de résoudre le problème suivant, sachant que vous pouvez faire 2 à la puissance 1000 spermatozoïdes, tous différents. Sachant qu'un spermatozoïde, c'est si petit qu'on en met 10 millions dans un millimètre cube,
quelle serait la taille de la valise dans laquelle vous pourriez mettre la collection complète de tous vos spermatozoïdes. Vous voyez, mademoiselle, il y a des spermatozoïdes de toute beauté que je suis seul à pouvoir vous fournir, ce qui est vrai. Si bien que calculer le volume de la valise, ben, il suffit d'imaginer cette pièce qui est déjà grande, pensez au nombre de millimètres cubes qu'il y a ici. Dans chaque millimètre cube, je remplis avec 10 millions de spermatozoïdes. Une fois que tout ça est plein, ça en fait, ça en fait. Ben oui, mais la valise est infiniment plus grande. Quand vous irez regarder les étoiles ce soir, imaginez que tous les espaces entre les galaxies sont remplis de spermatozoïdes et vous pourrez en mettre 10 puissance 98, mais moi je peux en faire 10 puissance 300, infiniment plus. Autrement dit, c'est pratiquement l'exclusivité pour chacun. Dès comme moi, il n'y en a pas deux. Et c'est vrai, évidemment, sauf dans le cas un peu particulier des jumeaux, mais ils se différencient très vite après. Autrement dit, je suis unique, je suis exceptionnel, je suis, etc. Ça fait toujours plaisir au passage, d'autant plus que c'est rigoureusement vrai. Et puis, qu'est-ce qui nous est arrivé à nous, les êtres humains? Alors, première remarque que j'oubliais, on parle beaucoup de l'évolution actuellement. Et certains se mettent en tête de prétendre que l'évolution n'a pas eu lieu. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas besoin de Darwin pour comprendre l'évolution. Il aurait suffi qu'on tire les conséquences du fait qu'à deux, on en fait un troisième, pour se dire que nécessairement, on fait du neuf à tous les coups. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir autre chose que de l'évolution. Puisque les géniteurs font des petits qui ne leur ressemblent pas, ben, tout naturellement, il y a évolution. Donc, c'est jamais dit dans les revues, puis on a l'air d'attaquer Darwin, qui ne mérite pas ça, mais c'est vrai que je n'ai pas besoin de Darwin pour croire à l'évolution. Il me suffit de comprendre que depuis presque 1 milliard d'années, à deux, on en fait un troisième. Donc, nécessairement, ce troisième est autre, il est différent. Et ça explique les réactions des parents. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir des enfants pareils? Ils ont rien fait, mais ils ont tiré au sort. Si bien qu'à partir du moment où on sait fonctionner avec le hasard, l'évolution a eu lieu. Je passe vite. Il y a 5 millions d'années, donc hier, on s'est différencié d'autres primates comme les chimpanzés. Et puis on a continué à faire du neuf. Et il se trouve que nos ancêtres, il n'y a pas très longtemps, 4 ou 5 millions d'années, se sont séparés des autres, sont allés dans la savane, comme le raconte si bien Yves Coppens. Et dans la savane, il leur est arrivé des ennuis, à force de faire du neuf. Ils se sont trompés dans la fabrication du cerveau. Il y a très peu de temps, il y a 1 million et quelques années, la fabrication du cerveau a été modifiée par des mutations qui ont été catastrophiques, puisque le bébé, dans le ventre de sa maman, a mis en place un cerveau de 100 milliards de neurones, alors que le bassin féminin est scandaleusement étroit. Donc voilà l'état des choses il y a 1 million d'années. Des enfants, des fœtus qui ont un énorme cerveau, des mamans qui ont complètement raté au point de vue du bassin. Alors elles ont trouvé un truc, c'est de les faire naître avant qu'ils ne soient terminés. C'est comme ça que nous mettons dans nos naissances à des petits qui sont incapables de la moindre réaction puisqu'ils n'ont pas de connexion, très peu de connexion. Donc il y a les 100 milliards de neurones, il n'y a pas de connexion. Ils se faufilent quand il est encore temps, et une fois qu'ils sont sortis, ils se dépêchent de mettre les connexions. Mais ils se dépêchent à un rythme fabuleux. Songez qu'arrivés à la puberté, donc au bout de 15 ans, c'est-à-dire au bout de 500 millions de secondes, ils auront dans leur cerveau en moyenne 10 000 connexions par neurone. 100 milliards de neurones, 10 000 connexions, ça fait au total 1 million de milliards de connexions. Voilà ce qu'il y a là-dedans, c'est fabuleux. Et faites le calcul, chaque année, à chaque seconde, depuis qu'ils sont nés, jusqu'à la puberté, ils ont mis en place 2 millions de connexions. Regardez un enfant en train de rêvasser, dites-vous qu'il est en train de mettre dans sa tête 2 millions à chaque seconde de connexions. Vous pouvez que le saluer avec respect, c'est fabuleux ce qui se passe là. Alors, toujours est-il que, évidemment, ça donne à notre espèce un cheminement un peu particulier, complètement lamentable à la naissance, obligatoirement pour des raisons géométriques, le bassin féminin est trop étroit, et puis après on se rattrape, et au rythme de 2 millions par seconde,
C'est bien à dire ça à des enfants. Tu as l'air de ne pas m'écouter, mais en fait, il y a quand même des connexions qui se font chez toi. Et le temps que je te dise ça, il y en a déjà plusieurs centaines de millions. Par conséquent, ils se sentent glorifiés un peu. Je ne suis pas n'importe qui. Moi. Ben, non, tu n'es pas n'importe qui, mais tu ferais bien de mettre ça au service de quelque chose. Alors, toujours est-il que voilà la spécificité de l'être humain, c'est qu'au fond, il a dépassé toutes les normes de complexité. Le mot complexité, je l'employais tout à l'heure, à propos du Big Bang, eh bien, 15 milliards d'années après le Big Bang, chez nous, la complexité est fabuleuse. Il suffit de voir un cerveau humain pour s'en rendre compte. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ce cerveau? La réponse immédiate, c'est de le nourrir avec des informations, ce cerveau, de le structurer et finalement de développer ce qu'on appelle l'intelligence, c'est-à-dire la capacité à poser des questions, à s'interroger, à imaginer des réponses, etc. etc. C'est très beau l'intelligence. Mais si je m'arrêtais là, mon discours serait quand même un peu triste, parce que j'aurais été fabriqué par la nature. Je vaux mieux que ça quand même. Non, comment est-ce que je vais essayer de comprendre comment je me suis faufilé pour être différent de tout ce qui m'entoure. Ce qui m'est arrivé, c'est que grâce à la nature, j'ai eu un cerveau hypertrophié, mais ce cerveau hypertrophié, je l'ai fait fonctionner de telle façon que j'ai en particulier créé un objet plus complexe que moi ou que toi. Cet objet, c'est nous. Ça, c'est une phrase essentielle. Tu es fabuleux, je suis fabuleux, tu as le plus beau cerveau du monde, moi aussi, mais il y a quand même un cerveau plus complexe que le tien et que le mien, c'est le nôtre, dans la mesure où ils sont les deux en communication. Ce qui me rend plus que moi-même, c'est ma capacité à rencontrer l'autre et à devenir quelqu'un que je ne serais pas devenu si je ne l'avais pas rencontré. Donc, en fait, il y a un surhomme. Le mot n'est pas bien choisi, et ça peut choquer, mais le surhomme, ce n'est pas du tout celui que nous montre Walt Disney. C'est pas ça. Le surhomme, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est nous. À nous deux, il y a des choses que nous savons faire. Et tu sauras jamais tout seul. Moi non plus. Alors on n'a pas à savoir lequel de nous deux est supérieur à l'autre. Il faut comprendre que nous deux, nous sommes supérieurs à chacun d'entre nous. Ce qui est complètement différent. Donc ce que je vais devenir, et j'ai été très content de l'entendre tout à l'heure, ce que je vais devenir, c'est ce que je vais peu à peu mettre en place, non pas devant une glace, mais grâce à l'autre. Je vais me construire grâce aux autres, grâce au langage. Car tous les animaux ont des langages, ils se racontent tous des histoires, mais surtout des informations. C'est très pauvre l'information que délivre un animal à un autre. C'est très riche ce que je délivre comme information à un autre et ce qu'il me délivre à moi. Et par conséquent, l'endroit où arrive la spécificité humaine, c'est l'endroit où je ne suis plus seul, où je suis en face de l'autre, et tout le problème va être là. Et tout le problème de l'éducation, c'est ça. Qu'est-ce que je fais face à l'autre? L'autre. Tout le monde sait bien qu'il est embêtant, l'autre. L'autre, il n'est pas comme moi, il a de drôles d'idées, etc., il me fait peur. Par conséquent, je vais l'éliminer, je vais essayer de le mettre sur la touche. Et je vais même créer une société où je vais apprendre aux enfants à ne plus jamais rencontrer. Ça s'appelle la société de la compétition. Être en compétition, ça veut dire je suis meilleur que toi. Alors apparemment, je ne suis pas meilleur que toi, mais attends, tu vas voir, je vais devenir meilleur que toi. Puis si tu cours plus vite que moi, je te ferai un croc en jambe. Et par conséquent, dire à des enfants, il faut être meilleur que les autres, c'est le crime de base de l'éducation. Dire à des enfants, tu es premier, et j'espère que tu vas le rester, c'est finalement criminel. Parce qu'on est en train de lui désapprendre à rencontrer. Or, il a besoin de rencontrer. Si je ne rencontre pas, je suis perdu. Ce que je suis, ce n'est pas ce que vous voyez, évidemment. Ce que vous voyez, c'est un tas d'atomes, etc. Bon, ça fonctionne comme ça peut. Mais ce n'est pas ça, moi. Quand je dis je, de qui je parle? Je est un autre, dit Rimbaud. C'est magnifique.
Je suis riche de tout ce que les autres me donnent. J'ai besoin d'eux. Et comme c'est pas facile, puisque justement j'ai le réflexe de me méfier des autres, comme c'est pas facile, je vais aller dans des endroits faits pour y apprendre. Ça s'appelle le système éducatif. C'est ça l'école. Éduquer, conduire hors d'eux. Et par conséquent, ça n'a rien à voir, pas rien à voir. En tout cas, on est très loin de la vision de choses que l'on apprend, d'une accumulation de dictionnaires, etc. Non, il s'agit de la formation, c'est sérieux, il s'agit de la formation de mes connexions. Elles arrivent à ce rythme fabuleux de 2 millions par seconde, au moins jusqu'à la puberté, mais à ce rythme-là, qu'est-ce que je vais devenir? Il faut que je crée à l'intérieur des quantités de choses nouvelles. C'est pas facile de devenir quelqu'un, de devenir une personne, de dire je. Et c'est cela qu'on apprend en classe. La finalité de l'école, ça n'est surtout pas de fournir à la société les individus dont elle a besoin. Je ne peux pas accepter que le ministre des Finances dise au ministre de l'Éducation « j'ai besoin pour dans 20 ans de tant d'agrégés en philo, de tant de balayeurs, de tant... » Ça n'est pas le rôle du financier. Le rôle est celui du responsable du système éducatif, dont la seule finalité n'est pas qu'on va gagner beaucoup d'argent, que mon pays va l'emporter sur les autres. La seule finalité, c'est de permettre à tous les enfants, un par un, de devenir plus qu'eux-mêmes. C'est ça qui compte. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais être un peu grossier, mais c'est tellement énorme dans certains discours que j'entends qu'il faut insister. Quelquefois, j'entends dire qu'il faut préparer la vie active. Il faut que le système éducatif se mette au service des entreprises qui auront besoin d'ingénieurs, etc., etc. Eh bien non. C'est indigne de dire des choses pareilles. C'est au fond traiter toutes les personnes humaines comme des putains. Car au fond, est-ce qu'il y a une différence de comportement entre la jeune femme qui est amenée à louer son sexe à la demi-heure pour le plaisir d'un client et un ingénieur de haut niveau qui loue son cerveau au mois pour le bénéfice d'une entreprise? Ce n'est pas le même organe, c'est la même attitude. Alors, vous voyez qu'avec cette vision-là, on peut créer une société bien renouvelée, mais où la finalité de l'école serait totalement différente. Et même dans des aspects qui peuvent paraître un peu insuffisants, peu importants, l'important c'est l'attitude les uns face aux autres. Pour qu'il y ait vraiment rencontre, il faut qu'il n'y ait pas de compétition. Je te rencontre, tu cours plus vite que moi, je te fais un croc en jambe. Tu cours plus vite que moi? Non, je suis tout heureux et je me dis, il va m'aider à courir plus vite. C'est ça qui est important. Je suis heureux chaque fois que quelqu'un me passe devant moi. Mais comment est-ce qu'il fait? Moi, je croyais avoir fait mon maximum. Il va m'expliquer. J'ai besoin. Puis j'aurai le plaisir de temps en temps de lui raconter des histoires qu'il n'aura pas comprises tout seul. Eh bien, ça sera mon tour. Mais il n'y en aura pas un qui va dominer l'autre. Je n'ai pas besoin de dominer. Ça n'a pas de sens. Et puis, il faut que j'essaie d'être logique. Si je cherche à dominer, c'est que j'ai en vue un palmarès. Alors, il y aura le premier, le deuxième, le troisième. Et je dirais à l'enfant, il faut que tu sois premier. Non, c'est criminel. Il faut lui dire, fais le maximum. Et aide tes petits camarades à comprendre si tu as mieux compris qu'eux. Et l'inverse, sont eux qui t'aideront. Mais à quoi ça sert de passer devant? À rien. Et ça abîme tout. Et j'ai un exemple, parce qu'on est tellement imbibé de le palmarès, en tout cas dans notre pays, qu'il faut de temps en temps regarder les choses en face. Je connais bien une école importante où on entre selon un palmarès. C'est Polytechnique. Bon, j'y suis passé et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que tu as été reçu par les autres? Pas parce que je suis plus intelligent, c'est pas sérieux. C'est parce que je suis plus conformiste. Et ça, je le sais. Ou en tout cas, je l'étais à l'époque. J'apprenais la chimie que j'aimais pas, parce que c'était au programme et que ça me donnait des points. Mais il n'y a pas de quoi être fier d'avoir passé du temps à essayer de faire semblant de comprendre des domaines où on s'ennuie. Il vaudrait bien mieux faire autre chose. Par conséquent,
je suis contre le fait qu'à l'école polytechnique, on recrute sur un concours, le premier, le 300e, et puis tout le reste. Alors, il y avait à l'époque où je passais cette école, il y avait l'école polytechnique de Zurich, en Suisse, où on entrait sans concours, uniquement, oh c'est gentil, uniquement sur le niveau. On entrait simplement sur un examen, pour éviter que des gens qui n'auraient pas été capables de profiter de l'enseignement viennent encombrer. Donc, qu'il y ait un examen, je suis pour. Mais on ne dit pas à ceux qui le perdent, qui sont inférieurs, ben, tu reviendras l'an prochain. Et j'ai posé la question il y a 5 ans, 5 ou 6 ans, au directeur de l'école de Zurich, combien y a-t-il de prix Nobel parmi vos anciens élèves? Il m'a répondu 27, et depuis ça doit être 30 et quelques. Et si on pose la question à l'école polytechnique de Paris, la réponse est 2. C'est pas pour le plaisir de dire du mal d'une école dont je sors, c'est malheureusement la vérité. On les a sélectionnés sur le conformisme, moi y compris, et il ne faut pas s'étonner pour autant qu'il n'y ait pas beaucoup de prix Nobel, car les prix Nobel, faut les voir, c'est des farfelus, c'est des gens étranges qui ont des idées parfois complètement ridicules, puis elles sont de temps en temps bien meilleures que toutes les autres. Bon, sont eux qui ont raison. Sont eux qui peuvent de temps en temps apporter quelque chose de neuf. Or, l'important, c'est d'apporter du neuf. Alors, vous voyez que cette 10 se réalise. Ah ben, j'avais une montre, elle est perdue. C'est pour savoir l'heure, c'est pas pour la montre. Ah. Merci. Parce qu'on m'a donné 1 heure, faut pas que... 3h30. Encore 10 minutes? Si vous voulez, non, en plus. 15 minutes. Alors, où est-ce que j'en étais? Prix Nobel. Prix Nobel, oui. Pour avoir le prix Nobel, il faut être quelqu'un d'un peu étrange. Mais justement, ce sont ces étranges-là qui obligent à penser autrement. Et le plus bel exemple pour moi, c'est quelqu'un comme Henri Poincaré, qui remettait tout en cause en permanence. Il passait par les mathématiques, mais justement, il montrait que les mathématiques sont un jeu. Parce que j'en arrive assez facilement à dire aux élèves, l'important, c'est pas que vous soyez meilleur que les autres, mais que vous ayez des ouvertures, que vous puissiez parler avec eux, etc. Mais essayez donc d'être celui qui apporte, celui qui propose des idées, celui qui finalement enrichit les autres. C'est ça qui compte. Il n'y aura pas de palmarès. Alors la suppression des palmarès nécessite la suppression des notes. Et quand on entre dans cette réflexion-là, on n'en sort pas indemne. Demandez à quelqu'un qui ose donner des notes, à des copies par exemple, par quel chemin intellectuel il est passé pour passer de la vision multidimensionnelle qu'il avait d'une copie à la vision unidimensionnelle de la note. Alors cette copie, tiens, il y a de bonnes idées, mais c'est mal écrit, mais ceci, mais cela, j'ai 20 opinions. Et puis en fin de course, on me dit, mais est-ce que ça vaut 2 ou est-ce que ça vaut 20? Il n'y a pas de chemin logique pour répondre. Par conséquent, il faut ne pas répondre. Il faut ne pas répondre. Dès que je serai ministre, je supprimerai les notes. Ce qui ne va pas faciliter les choses pour les profs. Au contraire, ils seront obligés de dire, justement, c'est bien écrit, mais c'est mal pensé, etc., etc. Alors, mais il n'y a pas de synthèse possible. Ça n'est pas possible. Par conséquent, demander à un prof de donner des notes, c'est de le condamner à montrer que de temps en temps, il peut faire des actes stupides. Ce n'est pas des choses à dire devant des élèves. Par conséquent, on supprime les notes et ça commence à venir. Ce que je dis là peut sembler complètement farfelu. Un pays sérieux qui est le Grand-Duché de Luxembourg est en train de créer un nouveau lycée où il n'y aura pas de notes, où il n'y aura pas de compétition et où le mot-clé, la phrase clé qui a été inventée par une des jeunes filles, c'est « mieux vaut une réussite solidaire qu'un exploit solitaire ». C'est bien trouvé. Ouais, ben c'est une fille de 15 ans qui a trouvé ça. Moi, je pourrais vous le dire, vous seriez fiers que j'ai trouvé ça tout seul. Mais je n'ai pas trouvé tout seul, mais elle a trouvé le solidaire et le solitaire. Ben, c'est ça.
parce qu'elle veut aller à l'école pour s'amuser. Et je dis aux élèves, si vous allez à l'école sans vous amuser, il y a quelque chose qui tourne pas rond quelque part. Car au fond, vous n'allez à l'école que pour apprendre à rencontrer l'autre. Par exemple, vous apprenez à lire, c'est pas le rôle d'apprendre à lire, c'est embêtant. Alors si vous apprenez à lire pour avoir une bonne note en lecture, ça vaut pas le coup. Mais vous pouvez apprendre à lire pour pouvoir rencontrer tous ceux qui ont écrit. Et voilà que vous rencontrez Cicéron ou que vous rencontrez Casals, et à ce moment-là, il se passe quelque chose. Les uns parce qu'ils ont écrit, les autres parce qu'ils ont composé. Mais c'est ça, vivre. Ah oui, mais monsieur, ça, la réaction vient vite. Monsieur, il y a les mathématiques aussi. Ça, c'est pas marrant, ça fatigue le cerveau, c'est pas drôle, etc. Et je leur réponds, les mathématiques, comme le reste, c'est fait pour communiquer, pour s'ouvrir à l'autre. Et les mathématiques sont d'abord un sujet de conversation. Et j'aimerais bien que les professeurs de maths le disent à tous leurs élèves. On va apprendre des théorèmes parce que vous allez gagner un sujet de conversation. Et je peux faire l'expérience tout de suite avec vous pour vous montrer que c'est véritablement réel. Je vais leur dire, mes élèves, le nombre pair, vous savez ce que c'est? Oui, 2, 4, 6. Les nombres premiers, oui, quand même, ils savent. Et l'addition aussi. Si je vous dis, avec ces 3 mots, nombre premier, nombre pair et addition, je fais la phrase 2 plus 2 égale 4. Vous me dites vrai. 2 plus 2 égale 125. Vous me dites faux. Et vous partez avec l'idée que chaque fois que je vais dire une phrase avec des mots pareils, elle sera soit vraie, soit fausse. Eh bien, c'est faux. En effet, si je vous dis avec les mêmes mots, tout nombre pair est décomposable en la somme de 2 nombres premiers, est-ce vrai ou est-ce faux? Vous vous dites, enfin moi ça m'est arrivé aussi, j'ai jamais pensé, qu'est-ce que c'est que ça? Alors 10 c'est pair, 7 plus 3 ça fait 10. 100 c'est pair, 47 plus 53 ça fait 100. Et je m'aperçois à chaque fois que je prends un nombre pair, que je peux trouver dans ma table des nombres premiers, 2 nombres premiers dont la somme fait le nombre pair. Le premier qui a découvert ça, c'était en 1742, 2 siècles et demi, un nommé Goldbach, un Allemand, prof de maths, qui s'amusait à essayer. Quand il a trouvé ça, il s'est dit, c'est étrange, je ne l'avais jamais appris. Il a écrit à Euler, qui était le meilleur matheux de l'époque. Euler lui a répondu, ça m'a l'air vrai ce que vous dites là, mais je ne vois pas pourquoi. Et depuis, on cherche. Avec les ordinateurs, on n'a jamais trouvé d'erreur, mais on se dit que peut-être c'est un peu plus loin vers l'infini, il y aura une erreur. Et certains, c'est là où ça devient le plus beau, certains matheux de haut niveau sont en train d'essayer de démontrer qu'on ne pourra jamais démontrer que c'est vrai ou que c'est faux. Alors là, ça devient intéressant. Voilà qu'il y aura des phrases qui ont du sens pour tout le monde et qui ne sont ni vraies ni fausses. Ce qui me permet de dire aux enfants, si vos parents ce soir se disputent autour de la table de la salle à manger en disant c'est vrai, c'est faux, dites-leur mais papa, maman, c'est peut-être indécidable. Qu'est-ce que tu dis là? Alors indécidable, voilà un concept extraordinaire qui nous permet de dire il y a des vérités non démontrables. C'est pas mal, mais démontrer que c'est indémontrable, c'est pas facile. Alors, si ça vous tente, vous pouvez vous lancer. Eh bien, ça me ramène à l'idée que les mathématiques, c'est d'abord un moyen de s'amuser et de temps en temps de faire des choses étranges. Avant d'en terminer avec mes mathématiques, je raconte l'histoire du petit Gauss, pour montrer que c'est un sujet de conversation. Gauss, le grand matheux, un jour, il avait 10 ans, dit-on, ça doit être vrai, faux mon histoire, et il avait 10 ans, l'instituteur dit, écrivez tous les nombres de 1 jusqu'à 100. Grand boulot. Et puis une fois que vous les aurez écrits, additionnez 1 plus 2, ça fait 3, plus 3, plus 6, plus 4. Allez-y, jusqu'au bout. Alors tout le monde se met au boulot, sauf un qui regarde en l'air, et qui, au bout de 30 secondes, ou 1 minute, dit, monsieur, ça fait 5050. Comment tu connaissais le résultat? Non, mais ça m'a semblé ennuyeux d'aller 1, 2, 3 jusqu'à 100. Alors j'ai tourné en rond. 1 plus 100, ça fait 101. 99 plus 2, ça fait 101. 3 plus 98.
Ça fait 101. J'ai compris, ça va toujours faire 101, jusqu'à ce que j'arrive à 50 et 51, qui fait 101. Donc j'ai 50 fois 101. Donc ça fait 5050. C'est ça les mathématiques. Et ce que ça apporte, c'est surtout ne vous fatiguez pas. Si c'est fatigant, ne le faites pas. Mais amusez-vous, parce qu'il doit y avoir un truc quelque part qui rend ça amusant. Alors je me résume finalement. L'important, c'est la construction d'une personne. La nature ne fait pas des personnes, la nature fait des individus, avec des métabolismes qui tournent, qui fonctionnent, un cerveau qui tourne, bon, etc. Et puis, ça c'est l'apport de la nature. Et après quoi vient l'apport de l'aventure. J'aime bien l'opposition nature-aventure. Ce que la nature me donne, bon c'est quelquefois des maladies, quelquefois une couleur de peau, quelquefois ceci, bon, on fait avec. Et ce que mon aventure me donne, ça dépend en grande partie de moi. Et il faut que j'apprenne à l'école à être audacieux dans mes rencontres. Finalement, c'est ça. Et à la fin des études, pouvoir dire il a bien profité du système éducatif parce qu'il est audacieux dans ses rencontres, eh bien je crois qu'on aura gagné. Audacieux dans ses rencontres, non pas pour le dominer, ce fameux autre, mais pour lui demander de m'aider et de pouvoir, dans tous les cas, lui dire merci. Merci.